Alors, bon, mon métier, je considère que c'est plus de l'artisanat parce que faire un chapeau, on fait un peu de recherche quand on fait des chapeaux, mais on n'en fait pas autant qu'un artiste va faire quand il va vouloir créer quelque chose. Alors, en chapellerie, on travaille avec de l'outillage, il faut l'avoir. Ensuite, on travaille bien manuellement, tant mieux, mais ça reste de l'artisanat. Mais de l'artisanat, moi, je dénigre pas les artisans, même qui me fascinent, les artisans. Bienvenue à votre émission L'art et la créativité. Je me trouve aujourd'hui avec l'artiste, et on peut dire l'artiste modiste chapelier, n'est-ce pas? Donc, Lucie Grégoire. Lucie, merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est comblés, on est très content de vous recevoir. Merci. Donc, voilà, qu'est-ce que vous nous avez apporté comme objet fétiche? J'ai apporté un petit chapeau, un mini chapeau, comme ça, un petit chapeau de feutre que j'ai qui est très cute, et je le vois, j'ai la chance. Oui, les gens pensent que c'est un chapeau de poupée. Ça pourrait être un chapeau de poupée, mais c'est pas ça. C'est un petit chapeau que j'ai fait à mes débuts, quand je suis allée faire un stage au musée du chapeau en France, à Chazelles-sur-Lyon. C'était un stage où on apprenait à travailler le feutre. Une semaine de temps. Puis on travaillait avec des chapeliers, des vrais chapeliers à la retraite. Pas des professeurs de chapellerie, des chapeliers. Avec tout le temps et toute l'expérience, j'imagine. Eux ont passé leur vie à travailler, à faire des chapeaux de feutre, en usine. Alors puis il y avait un mini bloc de bois, parce qu'on fait le moulage sur des blocs de bois. Il y avait un mini, il y en avait plus qu'un mini, mais en tout cas, il y avait des mini blocs de bois. Et puis, j'ai moulé un feutre. Mais ça a l'air facile à faire, mais c'est plus difficile à faire un mini chapeau qu'un chapeau ordinaire. Parce qu'il faut tout ramener en tout petit, la matière, et c'est très, très difficile à faire. Et puis, ce qui est aussi amusant avec ce chapeau-là, c'est que c'était une tradition avant, dans le milieu de la chapellerie, dans la chapellerie masculine, au niveau des manufacturiers. Plutôt que de donner un calendrier à leurs clients au début de l'année, ils faisaient faire, parce qu'il y avait des formiers, celui qui fait la forme de bois, le bloc de bois pour mouler, ça s'appelle un formier. Il y avait des formiers dans les usines. Alors, le propriétaire de l'usine demandait à son formier de faire un nouveau modèle de chapeau. Et puis là, il faisait une production de mini-chapeaux, puis il donnait, il n'y avait pas de tulle, là, il donnait les mini-chapeaux aux clients, à leurs bons clients, plutôt que leur donner un calendrier. Alors, c'était une tradition. C'est très beau. C'est beau, hein? Oui, une belle tradition, et puis très original aussi. C'est original, et puis... Et unique, parce que ça reste un travail unique, une œuvre d'art. Oui, c'est une petite pièce unique. Moi, j'ai rajouté du tulle dessus, parce qu'à un moment donné, j'avais du tulle brun. Mais c'est ça, c'est mon objet. Parce que aussi, c'est quand j'ai fait ce stage-là que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour la chapellerie. Alors, cet objet-là, il est facile, il prend pas de place. Puis il me rappelle toujours... 1991. Mes débuts, oui. C'est vraiment mes débuts. Oui. Et c'était un bel objet, quand même, que vous savez là. Parlez-moi de votre actualité. Ce que je fais aujourd'hui? Oui. Comme artiste. Ce que je fais aujourd'hui, comme artiste, disons, oui. J'ai un volet artistique. Mais je travaille l'autre volet qui est plus artisanal. Moi, je considère que faire des chapeaux, si je vous faisais un chapeau à vous, sur mesure... J'adore les chapeaux. Pour moi, c'est pas de l'art, c'est de l'artisanat. Mais je suis vraiment accro de l'artisanat qui est super bien fait, là. Je me dénigre pas en disant que je suis une artisane. Oui, j'avais lu ça, mais je pense que vous êtes une artiste. Pourquoi? Parce que
c'est des œuvres d'art pour moi et c'est unique. C'est pas à la chaîne que vous faites ça, c'est vraiment unique. Et il y a du temps. Il y a combien de métiers qui sont derrière un chapeau, par exemple? Il y a le métier de formier pour faire la forme de bois. Il y a le métier il a fallu faire le feutre. Le feutre est fait à partir du poil de lapin seulement. Celui-là, ici. C'est que du poil de lapin, il n'y a pas de fil là-dedans. Là. C'est pas tissé. Vous voyez? C'est feutré. C'est un travail. C'est un métier. Alors, les chapeliers ont fait le feutre. Ensuite, ils ont fait le chapeau. Il faut faire le moulage. Puis ensuite, il y a les personnes qui font la finition des chapeaux. Et s'il y a des plumes, s'il y a des plumes, c'est les plumassiers. S'il y a les fleurs, c'est les fleuristes. Ensuite, il y a les garnisseuses, il y a le tulle. Il y a toutes les teinturières aussi, non? Le teinturier, il travaille en usine, il fait la teinture du feutre. C'est tout un travail. Non, il y a du monde derrière un chapeau. On voit un chapeau, on dit, c'est facile. Non. C'est tout un... c'est un monde, étapes. Mais c'est un monde qui est riche, incroyablement riche de gens, de connaissances, de savoir-faire. C'est incroyable. Et puis, on rencontre ces gens-là qui nous parlent de leur travail. Et c'est des coups de cœur, là. Moi, j'ai compris, il y a peut-être 5-6 ans, pourquoi je faisais encore des chapeaux, parce que c'est difficile. Tout à fait. C'est un milieu qui est très, très difficile. Il n'y a même pas de fournisseur au Canada. Pas de fournisseur. Alors, je fais un chapeau sur mesure, pas de fournisseur. Tu sais, quand il n'y a pas de fournisseur. Mais c'est parce que si je fais encore des chapeaux aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré plein de personnes tout le long de ma carrière, dont, disons, les chapeliers au début qui m'ont donné un coup de cœur. Ensuite, un professeur qui avait passé sa vie à Paris. On continue. C'est mes rencontres qui ont fait que je fais encore des chapeaux aujourd'hui. Mes rencontres et mes projets. C'est incroyable et c'est bien que vous avez ces jours de rencontres pour rester toujours dans cette belle profession. Je suis toujours à la pêche, moi. Hein. J'ai une chaloupe, là. Et puis, de temps en temps, quand il n'y a pas trop de projets, je vais à la pêche. Alors, je mets une ligne à l'eau, un projet là, un projet là, un projet là. Il y a quelque chose qui fonctionne. Alors, je fais ça, puis je fais... C'est pour ça que je suis encore là. Et vous avez un atelier aussi, unique, parce que vous savez tout dans votre atelier, que ça, c'est très rare maintenant. C'est très rare. Effectivement, c'est très rare. Parlez-moi de ça. Parce que dans mon atelier, il y a surtout beaucoup, il y a beaucoup de matière parce que, en fait, j'ai jamais voulu faire de collection. Je suis pas une collectionneuse. Okay? Mais comme tout le monde a fermé en chapellerie à Montréal, ben quand il y avait une modiste qui fermait sa boutique, elle m'appelait et puis moi j'achetais. J'achetais ce qu'elle avait quand c'était intéressant, là. J'achetais ses blocs, j'achetais ses rubans, ses feutres, ses pailles. Alors, je me suis retrouvée, comme tout le monde a fermé, je me suis retrouvée avec beaucoup de blocs de bois. Et puis, c'est ça qui fait la richesse de mon atelier. Il y a énormément de blocs de bois. J'ai des blocs de bois pour faire des chapeaux melons, des chapeaux haute forme, des chapeaux des années 60, des chapeaux pour femmes, des chapeaux pour hommes. Puis j'en ai assez pour donner des cours. Alors là, mes étudiants qui viennent pour suivre les cours, ben, ils ont le choix. Ils ont le choix de modèles. À tous les niveaux. Ils ont le choix. Alors, vous êtes unique, je peux me permettre de dire ça à Montréal. Ben maintenant, moi, je suis assez modeste, mais maintenant, bon, ben... C'est unique. C'est assez unique. Mon atelier est unique, mais ouais. C'est unique. Je vous félicite parce que c'est... Et pour continuer avec ça, c'est incroyable. J'aimerais que vous me parliez justement de vos études. Où est-ce que vous avez fait vos études? Je sais que vous avez un bac en art visuel. J'ai un bac en art plastique. Plastique, c'est ça? J'ai un bac en art plastique. J'ai enseigné les arts plastiques au primaire et au secondaire pendant 8 ans. OK. Et puis, pendant que j'enseignais, ben, j'ai fait un cours en haute couture, 3 ans de haute couture chez Côte-Noire Caponi, une école qui n'existe plus. Oui, c'est ça, école italienne, non? Madame Caponi, elle avait épousé un Italien, mais elle avait étudié en France. Et puis, moi, cette école-là, ça fait longtemps que ça n'existe plus.
Et puis ensuite, les chapeaux, après mon cours de haute couture, j'ai suivi un petit cours au Collège La Salle. Mais je ne savais pas, moi j'enseignais, hein, je ne savais pas que je ferais des chapeaux. Et puis c'est là que j'ai appris c'était quoi du feutre, de la paille. Et puis j'ai commencé à faire des chapeaux juste pour le fun, pour une boutique comme ça. Puis les chapeaux n'étaient pas chers, alors ils sont vendus. Après, j'ai fait une petite collection de 6 chapeaux en lin qui se sont vendus chez Simons, chez Ogilvy, oui, si chez Taylor. J'ai vendu ça. Et puis après, je suis partie en France. Voilà, et vous avez fait aussi des études, je pense, en France. En France, j'ai appris avec mes... Tu sais, là, je suis allée au musée du chapeau. Oui. Puis j'ai... Vous avez pris un cours de plumasserie là-bas, non? La plumasserie, oui, je suis allée faire un petit stage en plumasserie. Ça, c'est mon dernier voyage en France, il y a 6 ans. Au musée du chapeau avec une maître d'art en plumasserie. Imaginez-vous. Ça, c'était magnifique. Vous êtes dans les tops toujours, hein? J'ai juste appris c'était quoi le métier de plumassier, mais c'est juste la base que j'ai appris. C'est un métier, là, c'est incroyable que ce métier-là. On travaille la plume, on fait des petits gestes, on n'a pas beaucoup d'outils, mais on travaille avec des plumes. Des plumes, on avait une carcasse de faisan avec la tête, les ailes, les pattes, la peau, tout avait été nettoyé. Puis selon les exercices qu'on avait à faire, il fallait arracher les plumes puis là, on les plaçait, on les triait, on les taillait, puis ensuite on les collait. C'est un métier incroyable. Mais bon, c'est encore un métier qui les gens ne soupçonnent pas que ça existe. Ici, ça n'existe plus depuis longtemps. J'ai rencontré une dame ici qui était plumassière, qui est décédée. J'ai fait un stage avec elle, mais pour apprendre à faire les fleurs. La plume se faisait, elle n'avait plus rien, elle n'avait plus d'équipement, il n'y a plus rien ici. Lucie, vous êtes un livre, c'est vrai, hein? Dans les chapeaux d'histoire, bien sûr, parce que vous connaissez beaucoup de choses, vous avez appris beaucoup de choses, je suis curieuse. Vous avez côtoyé beaucoup de monde. Oui. Qui ont pratiqué pendant longtemps. Oui. Et justement, vous étiez donc en France, vous avez exposé dans des musées à Lyon. À Chazelles-sur-Lyon. C'est ça. Le musée du chapeau qui est là. C'est ça. Et puis d'autres musées ont aussi musée de la mode à Marseille. Et puis ici, il y a le musée de la civilisation qui ont mes chapeaux, le musée des maîtres et des artisans du Québec qui ont mes chapeaux. Donc, quand même, vous êtes pas mal. Bon. Et puis, j'ai appris aussi que j'adore le cinéma. Et Johnny Depp a porté votre chapeau aussi. Oui, John Turturro dans le même film, dans le film Secret Window. Secret Window, que j'ai vu. C'est vous qui avez fait les chapeaux. J'ai fait les chapeaux, je suis allée sur le tournage même. J'ai vu parce qu'il y avait eu un problème avec le chapeau de John Turturro. Ah oui? Il avait attrapé la pluie, puis le chapeau avait changé la forme. Ils m'ont appelé en urgence, puis je suis allée arranger ça. Lucie, venez. Alors, j'ai vu la bataille entre les deux. Ah oui, mais quand il s'est... La scène qu'il y avait Johnny Depp avec. Oui. Ah, d'accord. Oui, Johnny Depp. Et vous avez fait pour d'autres artistes d'ici? J'ai fait les chapeaux à Piquet Souban. Non, j'en fais à tout le monde. C'est ça qui est un peu aussi ma particularité. C'est que, bon, je travaille pour tout le monde. Je peux travailler pour une dame qui est dans un CHSLD, qui se déplace pas. Dernièrement, je suis allée il y a un mois voir une dame qui pouvait pas se déplacer. Et puis, je fais des chapeaux à Piquet Souban. J'ai fait des chapeaux à Madame Johnston pour aller au mariage du prince William. Imaginez-vous. Hein? Il y a il y a les souvenirs de Lucille. J'ai apporté la photo. Il y a la photo de ce chapeau-là. Alors, c'est ça qui est ma particularité. Je suis capable de faire ça, de faire les chapeaux pour tout le monde. Et ce que j'ai trouvé intéressant, que vous dites, les monde disent qu'on n'a pas la tête à chapeau, mais parce que c'est pas un chapeau. Vous voyez, ça c'est le chapeau qui vous va, donc vous savez, vous détectez la personne, vous voyez. C'est parce que c'est pas en série, un chapeau en série, c'est unique avec vous. Mais c'est une question, la tête à chapeau, c'est une question de proportion. Moi, je travaille pas dans le... Je dis que je peux pas dire que je travaille dans le milieu de la mode.
ça fait partie de la mode, un chapeau. Là, ces bérets-là des années 60 reviennent à la mode. C'est un Anglais qui remet ça à la mode, puis tout le monde en fait. Mais ça fait pas bien tout le monde, un chapeau comme ça. Il y en a que ça leur prend un bord, un large bord, ou il y en a que ça prend un bord qui monte par en haut parce qu'un bord va les écraser sur les épaules. C'est une question de physionomie, la hauteur du cou, la largeur des épaules, le visage, les lunettes, nani. Mais vous détectez ça? Ben moi, quand ils viennent à l'atelier, les gens, puis ils rentrent en me disant qu'ils n'ont pas une tête à chapeau, ou encore ils me disent, la première chose qu'ils me disent au téléphone, moi, j'ai pas une tête à chapeau. Alors, je leur dis, on va voir ça. Ben j'entends tout le temps ça, madame. J'entends tout le temps ça, mais bon, on va voir ça, oui. Mais je leur fais essayer les chapeaux devant le miroir. Puis là, ils comprennent en essayant, parce que dans mon atelier, j'ai des chapeaux à large bord, j'en ai qui n'ont pas de bord, j'ai des bibis, j'ai tout ça. Et puis là, ils le voient bien, qu'est-ce qu'il leur fait. Puis ils finissent par trouver quelque chose, mais à tout coup. À tout coup. Puis des fois, quand c'est long, je les laisse essayer. Différentes choses. Puis là, je leur dis, je vais aller chercher quelque chose dans mes boîtes en arrière, puis je les laisse essayer. Puis des fois, j'entends, oh, wow, ça y est! C'est vrai, bingo! J'ai gagné le tour! Je l'ai dit, je vous l'avais dit. Hein? Il faut être patient. Mais c'est ça, la tête à chapeau. Mais c'est vrai quand même que... Mais plus on est jeune, modèles, plus on est jeune, plus c'est facile. Donc, on s'entend, parce qu'avec les cernes, maintenant j'ai des cernes, j'ai des poches, c'est plus dur. Mais puis c'est vrai qu'il y a des gens, même plus vieux, qui c'est plus facile à trouver un chapeau. C'est vrai. C'est vrai. Je peux pas dire le contraire. Mais on finit par trouver quand on veut bien. Si on veut pas, on veut pas. Mais si on en veut un chapeau, on va en trouver un. Vous donnez aussi des cours pour ceux qui s'intéressent. Quel genre de cours que vous donnez? Comment ça se passe? Je donne surtout le cours d'introduction à la chapellerie. C'est un cours de 12 heures qui est réparti sur 4 cours de 3 heures. Je donne ça le dimanche après-midi. Et puis, ça donne une bonne idée. C'est un cours de base. On apprend à faire un patron de béret, on fait un chapeau de feutre, on fait un chapeau de paille. Puis le dernier cours, c'est les finitions. Les chapeaux ne sont pas finis en 12 heures parce que faire la finition des chapeaux, c'est long. Mais ils sont moulés, puis il y a beaucoup d'informations qui sont données. Alors, c'est un cours de base. Mais avec cette base-là, ensuite, les gens peuvent faire des chapeaux. Ils ont assez d'informations pour commander leur matière. Ils savent maintenant c'est quoi du feutre, c'est quoi les différences entre les qualités de feutre et de paille, tout ça. Ils ont tout démêlé ça. Ils sont capables de commander par Internet les matières, puis ils sont capables de travailler. Après, c'est de la pratique, là. On ne devient pas modiste comme ça d'un coup. C'est de la pratique, c'est comme la couture, ça prend de la patience. C'est pas le même métier du tout parce qu'il y a des modistes qui ont même pas de machine à coudre. OK? Juste avec trois points, on peut faire des chapeaux à la main. Fait que c'est vraiment pas... Oh non, oui. Moi, je monte à la fin. Le dernier cours, on fait les 3 points. Puis avec ces 3 points-là, on peut faire des chapeaux, feutre et paille, sans machine à coudre. Oui. Est-ce que vous donnez des cours assez fréquemment dans l'année ou bien c'est juste une période de l'année? Non, j'en donne tout le long. Et puis depuis le printemps, j'ai une nouvelle activité à mon atelier qui s'appelle Chapeau été. C'est nouveau. C'est parce que c'est quoi? C'est le samedi après-midi. Il y a une partie de mon atelier qui est devenue comme il y a une table avec un frigo, et puis un petit coin bibliothèque. C'est plus un petit coin salon de thé. Et puis, pendant les activités, disons, la prochaine activité, ça va être sur... là, je fais une parenthèse de bricolage. C'est un oiseau de Noël qu'on fait, qu'on met dans les arbres de Noël. Mais pendant qu'on fait l'activité, il y a Sylvie, une ancienne étudiante, qui a suivi presque tous mes cours, puis qui voulait se partir un salon de thé, qui a décidé de venir s'occuper du salon de thé. Fait qu'elle fait du thé. On fait une dégustation de thé, et puis elle fait des gourmandises. Elle change tout le temps son menu, puis le menu est sur Internet. Tout est écrit sur Internet. Les thés qu'on boit, ce qu'on mange,
pour chaque activité. Alors, pendant l'activité, on a une petite pause, on prend du thé. Alors, c'est nos activités chapeau-été. Alors, il y a l'oiseau de Noël, il y a les coulisses de la chapellerie qui s'en vient. Ah, ça, c'est quoi? Ça va être super, les coulisses de la chapellerie. C'est comme le cours d'introduction à la chapellerie, mais en condensé, puis on n'en fait pas de chapeau. Mais je donne toutes les informations. Okay. J'explique c'est quoi le métier de formier, je sors les feutres, on regarde les qualités de feutres, on touche, puis j'explique c'est quoi le métier, mais on n'en fait pas. Parce que c'est pas tout le monde qui veut les faire, les chapeaux, mais ça peut être... Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux chapeaux. Ça serait bon pour les acheteurs, les vendeurs, au moins qu'ils sachent comment parler des chapeaux. Ah, c'est très intéressant. Parce que, pour être plus préparé. Parce que les gens ne connaissent plus rien dans la chapellerie. Et c'est dommage. C'est très dommage, c'est très dommage. Alors, les coulisses de la chapellerie, ça serait vraiment très bon pour... ça coûte moins cher qu'un cours d'introduction. Et puis, il y a beaucoup d'informations. Alors, les activités chapeau-été, c'est ça. Alors, il y a 2 semaines, j'ai donné confection d'un bandeau. On a fait un bandeau sur mesure. Alors, ça se fait sur les chapeaux. Sur des têtes, là. Non, juste un bandeau. On prend un vieux foulard, pas un vieux foulard, mais un foulard qu'on peut avoir dans notre garde-robe, qu'on n'utilise pas. Même ça, c'est bon, c'est intéressant. On recycle aussi. On recycle. Alors, on prend un foulard, puis on le drape sur une base. On fait une base sur mesure, à notre grandeur. On la double, on met une belle doublure, puis ensuite on vient draper le foulard, ça nous fait un beau bandeau. Est-ce qu'il y a beaucoup quand même des élèves qui viennent à chaque fois, ou ça dépend de la session? Le bandeau, c'était complet. Là, je mets tout sur Internet. Tout est là. Les informations sont là, les prix, les dates. Pour activité, chapeau-été, il y a même le menu qui est là. Tout est sur Internet, sur commeunchapeau.com. OK. Ça, les temps filent très vite et j'aimerais que vous me parliez des prix que vous savez gagner, Lucie aussi. Vous savez gagner quand même pas mal de prix. J'en ai gagné 2. 2. Le premier, j'ai gagné, c'était le prix Hermès. C'était un concours organisé par le Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lion. Et puis, il y avait la maison Hermès qui sponsorisait l'événement, puis qui offrait un prix. C'était comme le premier prix, hein? Et puis, je l'ai eu. Voilà. Par hasard. Le chapeau est au musée du chapeau. Voilà. Le chapeau est resté au musée. Ensuite, j'ai participé, ça c'est drôle, je vois passer sur Internet un concours de chapeau sur Facebook. J'ai dit, un concours de chapeau sur Facebook. C'est quoi? Ça marche comment? Alors, je suis allée voir et puis là, la première chose que j'allais voir, c'est est-ce qu'il y a une âge limite? Hein, parce qu'à un moment donné, on est trop vieux pour tout. Pas d'âge limite. Alors, il fallait envoyer une photo. J'ai envoyé une photo dont je vous ai apporté la photo. C'est le chapeau Snow. Blanc, tout blanc, sur fond bleu. La photo est magnifique. Mais le chapeau aussi est magnifique. J'ai gagné. Le deuxième prix, c'était organisé par le Vogue britannique. Imaginez-vous. Et Stephen Jones. International, s'il vous plaît. International, certain. Et Stephen Jones, mon modiste chouchou, londonien. Imaginez-vous. Et puis, je suis arrivée 2e. Bravo, Lucie. C'est pas n'importe quoi. C'est mondial. Oui, c'est ça. Alors après, j'ai arrêté de participer à des concours. Je laisse la chance aux autres. Mais non, mais je suis contente. Il ne faut pas tout rafler quand même des prix, là, parce que, comme vous dites, il faut laisser la chance aux autres aussi. Là. Je pensais que j'allais gagner sur Facebook. C'était juste pour le fun. Même que quand ils m'ont envoyé la réponse, je prenais même pas je lisais même pas ce qu'il y avait, mes messages. Racontez-moi une anecdote par rapport aux expositions que vous avez participé ou bien que vous a comme frappé. Oh, je sais pas, là, ça me vient pas. Une anecdote. Une anecdote. Il y en a plein, mais... Ou quelque chose qui vous a marqué vraiment pendant une exposition. Je sais pas, parfois il y a des personnes qui sont touchées par ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. Est-ce que vous savez moi, je suis touchée par beaucoup de choses, là, mais là, comme une anecdote, je ne saurais pas. Il faudrait poser la question
moins large que ça, plus précise. Là, je cherche, j'ai comme le moteur de recherche qui fait grave, mais qui tourne. Il y a des personnes qui aiment, mettons, un certain artiste ou une certaine artiste, et puis ils sont comme un coup de foudre avec oui, ben disons, j'en ai un, mon modiste chouchou, c'est Stephen Jones, là, le londonien. C'est ça, c'est lui qui organisait, je trouvais, pour ça que j'ai envoyé la photo. C'était lui qui organisait ça avec le Vogue britannique. Puis la dernière fois que je suis allée en France, je l'ai rencontré au Musée du Chapeau. Oui. Alors c'est drôle parce que quand on rencontre notre idole, on dirait qu'après, c'est pas que c'est plus notre idole, mais on dirait qu'on a moins des... Il n'y a plus rien, là. J'ai accompli ce que je voulais, là. On lui a donné la main, on lui a félicité, tout, mais là, hop! En plus, vous savez gagner aussi, non? Oui, c'est ça. Fait que là, ça m'a fait, OK, là, on retourne à la maison, puis... Il faudra trouver d'autres... On va en trouver d'autres, oui, mais il y en a toujours. Il y a plein de gens qui me fascinent, mais c'est beaucoup, parce que Stephen Jones, c'est une grande simplicité. Pour être connu à travers le monde comme ça, moi, ça me fascine, hein, ces gens-là. Exactement. C'est vraiment fascinant là, d'être connu, puis travaille pour Dior, et travaille tout ce monde-là, puis il reste accessible. Et imaginez-vous, vous êtes reconnu par cette personne-là, c'est incroyable. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, alors, c'est ça. Je comprends la question. Après, il faudra trouver une autre... c'est pas nécessaire d'en avoir d'autres. On continue notre chemin, puis ça peut être tout le monde, les autres. Hein. C'est vrai? En fin de compte. Oui, parce que moi, j'ai compris que c'est tous ces gens-là... tous les gens qui passent à l'atelier, qui me nourrissent, hein. C'est pas juste les grands, c'est tout le monde. Tout le monde. Moi, j'ai un souvenir d'une dame qui était venue se faire un chapeau, là, avec sa fille, mais cette dame-là, elle était âgée, et puis elle voulait avoir des chapeaux pour aller à l'église, à la messe. Et puis, elle aimait pas les boutons sur un. J'ai dit, on va les changer, les boutons. Fait j'ai choisi vos boutons. Puis pendant que je cousais les boutons, elle me racontait sa vie. Mais cette dame-là, elle venait de Saint-Hyacinthe, et puis elle avait, avec son mari, des champs de fleurs, des champs de glaïeul, des champs de marguerite, et puis elle vendait ses fleurs au marché central. Moi, ça me fascine, ça. Et puis quand est arrivé le temps de payer, elle a fait comme elle allait au marché central, elle a sorti ses dollars, puis tac. Je me rappellerai toujours d'elle. C'est une belle anecdote aussi. Oui. Bon, le temps file. Oui. Mais avant de partir, j'aimerais, si vous pouvez vous définir en un seul mot. C'est qui Lucie Grégoire comme artiste ou comme personne? C'est qui, je ne sais pas, mais il y a un mot qui maintenant me va bien, c'est le mot persévérance. Tout à fait, ça vous va bien. Parce que, oui, parce que d'être encore là à faire les chapeaux au Québec, persévérance, ça me colle vraiment bien à la peau. C'est vrai, Lucie. Parce qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus une école qui enseigne la chapellerie. Toutes les écoles de mode ont abandonné ça. Il n'y a plus personne qui fait du sur-mesure. Quand je parle de sur-mesure, je parle de faire du chapeau à tout le monde. Alors, c'est un métier qui, c'est vraiment de la persévérance pour être encore là. Et ça vous définit très, très bien, persévérance. Oui. Merci, Lucie. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, cher public, et à la prochaine.